Jewe no do kika kika Jesu vire kano kika ya. Question. Jewe no do klengbeju Jesu vire mono klengbeju. Okuno Jesu gomihe. Kukuno da holo pete. Okleu welo. Mile mani klengbeju. Shalom, shalom, ici c'est le centre de l'Éternel Judas Zinsou. Je vous invite à suivre la télévision Hémicycle Bénin pour être bien informé. Pour des raisons professionnelles, Saturne Jossou ne sera pas là aujourd'hui. Ce sera le cas pour les jours à venir. Je vais donc assurer la garde sur votre matinale d'information et de décryptage de l'actualité parlementaire d'ici et d'ailleurs baptisé TH Matin. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 3 juillet de l'année 2024. Bonjour à tous, bon réveil et merci de démarrer votre journée devant votre chaîne parlementaire émettant depuis Porto-Novo, au Bénin. Que vous nous suiviez depuis Lomé, Abidjan, depuis Paris, un peu partout dans le monde, merci infiniment de nous préférer. De quoi parlerons-nous aujourd'hui? Nous irons tout droit au sein de l'hémicycle où les députés hier ont tenu leur habituelle séance plénière. Ils ont adopté à leur unanimité le code de l'aviation civile et commerciale en République du Bénin. Nous allons vous montrer les images tout à l'heure dans le bulletin d'information qui nous sera présenté par Estelle Dokono. Et les députés toujours qui, le vendredi dernier, ont tenu une autre séance plénière à l'occasion de laquelle ils ont fait le débat d'orientation budgétaire pour le compte de cette année 2024. C'est un débat qui se fait en prélude à l'examen du projet de loi de finances de l'année 2025. De quoi cela retourne-t-il concrètement? D'abord, quelles sont les procédures réglementaires en la matière? Et quelles ont été globalement les préoccupations des députés? Dans quelles conditions le gouvernement peut-il prendre en compte ces différentes préoccupations? Comment est-ce que cela se fait selon les tests? Nous allons aborder toutes ces questions avec notre invité de ce matin, Olusegun Edmond Latondi est notre invité. Il est assistant de la Commission des finances et des échanges à la direction des services législatifs. C'est lui, notre invité de ce matin. Merci infiniment d'être avec nous. Polo Aounou sera aussi là pour nous aider à feuilleter un peu l'actualité sur les réseaux sociaux. C'est bien sûr dans la rubrique Sur la toile. Installez-vous confortablement. Bienvenue à chacun et à tous. Voici Angélique Ekidio pour nous installer dans cette émission. Pega. Ai, mama, mama,
Move your body, shake your body, turn your body. Come and dance, 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 dance. Para, 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 come on, y'all. Ipata, 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 pata, pata, 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 ipata, 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 pata, pata. Elle s'appelle Angélique Kidjo, c'est la diva béninoise qu'on ne vous présente plus, c'est une star planétaire et c'est elle qui nous donne de la très bonne humeur pour démarrer cette belle journée du mercredi 3 juillet de l'année 2024. Une journée que nous vous souhaitons très agréable et fructueuse. Si vous vous préparez à vous rendre dans vos lieux de travail, nous vous souhaitons une très bonne journée au travail. Estelle Dokono est avec moi en plateau. Avec elle, nous aurons le bulletin d'information dans quelques minutes. Bonjour Estelle. Bonjour Gilles Christili. Comment ça va? Je vais bien chez vous. Ça va. Alors, de quoi parlerons-nous avec vous tout à l'heure? Oh, nous aborderons la séance plénière qui a eu lieu hier, ici même à l'Assemblée nationale. Nous irons ensuite vers le début de la semaine où les agents parlementaires ont suivi une communication. Puis nous irons hors de nos frontières, précisément au Gabon. C'est ça. Nous allons donc retrouver le bulletin d'information avec vous dans quelques instants. Mais avant, nous allons voir ce que nous proposent les journaux dans leur parution de ce matin. La une des journaux avec au début le quotidien du service public, La Nation, qui nous propose en grand titre Assemblée nationale, un nouveau code sur l'aviation civile et commerciale. J'en parlais au début de cette émission il y a de cela quelques minutes et voilà, les détails sont à retrouver à l'intérieur donc de ce journal, le journal La Nation. Deuxième journal qui revient aussi sur l'actualité parlementaire, c'est Le Coopérant. Et vous verrez en manchette, ou sinon à la une, plénière à l'Assemblée nationale hier, les députés adoptent à l'unanimité la loi portant code de l'aviation civile et commerciale. Les détails sont à retrouver à la page 10 du journal Le Coopérant. Un autre journal ce matin, c'est Le Matinal. Le Matinal qui propose à sa une Assemblée nationale un nouveau code de l'aviation civile et commerciale adopté. C'est à la page 2 plus précisément que se trouvent les détails liés à cette actualité au sein de ce journal. Et un autre titre qui fait aussi l'actualité depuis les parutions de cette nuit, Agence nationale d'identification des personnes ANIP, le Rwandais Pascal Nyamulenda démissionne. Aristide Adjinaku nommé directeur général. C'est un autre titre que nous propose aussi le quotidien Le Matinal à la page 2. Nous allons passer au journal Le Télégramme. Le Télégramme qui s'intéresse aussi à l'actualité parlementaire, Assemblée nationale. Parfait Aoyo parle de l'usage du numérique et de ses impacts sur les libertés. C'est à la page 7 de ce journal que vous aurez les détails liés à cette actualité. Christian Parfait Aoyo qui a fait une communication à la cérémonie des couleurs ce lundi au Parlement béninois. Et nous allons finir avec Fraternité. Fraternité qui parle des vacances scolaires au Bénin.
et qui dit que ce sont des moments d'épanouissement pour les apprenants. Le journal a donné la parole à une sociologue, Valérie Idossou, qui dit que les parents envoient l'enfant pour qu'il découvre un autre monde. Voilà, donc, et puis le journal Fraternité qui parle de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Pascal Nyamoulinda se retire, Aristide Adjinakou le remplace. Voilà donc globalement ce qu'on peut retenir des journaux en ce mercredi. La revue de presse est à suivre dans notre grande session d'information à 13h30 sur notre antenne et en direct avec à la présentation Océane Amoussou en ce jour. Voilà donc ce qu'on peut retenir. Prochaine étape, le bulletin d'information. Bonjour à tous. Comme annoncé, les députés se sont réunis à l'hémicycle hier pour examiner le projet de loi portant code de l'aviation civile et commerciale en République du Bénin. Après de longues heures d'échange, le document a été adopté à l'unanimité des députés présents et représentés. Le reportage de Ilias Adeleke. Affecté à la commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme pour fond, le projet de loi portant code de l'aviation civile et commerciale en République du Bénin est passé au peigne fin dans l'antichambre de la commission. Après étude, le rapport dont la teneur suit est sans équivoque. Engagé dans le processus de mise en place du marché unique du transport aérien en Afrique, MUTA, depuis janvier 2015, le Bénin a franchi certaines étapes essentielles dans le cadre de ce projet phare de l'agenda 2063 de la Commission de l'Union africaine qu'il convient de consolider. Envoyé par le gouvernement au Parlement pour l'harmonisation avec les exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale, le projet de loi en examen a suscité des réactions dans le rang des parlementaires. Je voulais aussi demander au gouvernement de ne pas rester en si bon chemin, de permettre, comme dans les autres pays, qu'on puisse aller du nord au sud, de l'est à l'ouest, avec ce moyen de transport qui s'impose désormais à nous. Il sera bien d'impliquer davantage la société civile dans le processus d'élaboration de la loi. Prévoir les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre du projet. Je pense que les moyens sont vraiment nécessaires. Je note ici qu'une sous-commission a été créée pour examiner la cohérence entre les dispositions pénales et celles contenues dans le code pénal, et le lien entre les dispositions nouvelles et celles des instruments internationaux. Je voudrais que, si c'est possible, de façon succincte, que le contenu des travaux donc, de cette sous-commission nous soit donné. En ce qui concerne la mise en place d'une sous-commission, lors de l'étude du dossier et la desserte de tout le pays en ce qui concerne le transport aérien, le président de la commission des lois répond. L'objectif et les attributions de la sous-commission étaient très clairs. C'est éclairer la commission pour la célérité de ses travaux. Donc, si ce n'était pas fait, il y avait des risques peut-être qu'on vienne ici avec des dissonances entre le test que nous sommes en train de soumettre à votre appréciation en plénière et le contenu même du code pénal tel qu'il est. Les autres préoccupations étant hors du cadre du test en étude, Yvan Detchenou, garde des Sceaux, représentant le gouvernement, réagit. Il y a plusieurs préoccupations par rapport à tout. L'infrastructure existe. L'infrastructure est-elle aux normes? L'infrastructure est-elle exploitable? L'infrastructure répond-elle à un besoin économique et à une exploitation économique qui puisse être faite? Et dans cet ordre, le diagnostic des infrastructures existantes à Toro a été fait. Par rapport à ce diagnostic, il y avait des évolutions de normes à mettre en place.
Riche de 356 articles et réparti en 9 livres, le vote du projet de loi portant code de l'aviation civile et commerciale en République du Bénin vise à combler les faiblesses et les insuffisances de l'existant. À l'entame de cette semaine, les agents parlementaires ont suivi une communication sur les usages du numérique. C'est à l'occasion de la cérémonie des couleurs de ce lundi 1er juillet 2024 que Christian Parfait Aoyo, conseiller technique au système d'information du président de l'Assemblée nationale, a eu la charge de conduire la communication. L'orateur a insisté sur la responsabilité individuelle dans la sécurité et la liberté collective dans les usages du numérique. C'est du moins ce que nous pouvons comprendre dans ce compte rendu de Latif Ouboni, Octave Adjou et Ben Kevin Atchaoui. Le Parlement béninois comme laboratoire de l'usage sain du numérique. Les autorités en rêvent et c'est l'une des visées de la communication de ce matin. Christian Parfait Arroyo clarifie d'entrée le concept du numérique. Le numérique ne se réduit pas à Internet, mais forme un système d'innovation technique dont l'Internet permet la mise en réseau. Le numérique n'est qu'un système d'innovation technique, mais aussi un ensemble de transformations sociales, économiques. Les trois dimensions s'alimentent l'une et l'autre. Les concepts une fois clarifiés, le communicateur a mis le cap sur les défis liés aux usages du numérique au plan international. Il a étalé à son auditoire une kyrielle de problématiques communes à tous les pays. Avec l'essor de l'Internet des objets et des technologies émergentes, de nouveaux vecteurs d'attaque apparaissent, tels que le piratage informatique, le vol d'identité. Ils peuvent causer des dommages financiers, émotionnels et même moraux aux individus. Au plan national, c'est sur le code du numérique que les échanges ont été accentués. Un code qui, malgré les débats qu'il suscite, est une avancée considérable. Maltel, le communicateur. On est pour le moment les premiers à avoir le code en Afrique, le code du numérique. Les autres ont des kyrielles de lois qui peuvent se contredire. Nous avons fait l'effort de les mettre dans un seul et même document appelé code. Et il est en un seul bloc. Les agents civils et militaires ont eu droit, en plus des recommandations, à des conseils pratiques pour une vie numérique plus saine. 1. Sécurisez vos dispositifs en utilisant des mots de passe longs. Assurez-vous que votre système d'exploitation, vos applications et vos logiciels antivirus sont toujours à jour pour protéger contre la vulnérabilité. Activez l'authentification à 2 facteurs. La deuxième, protégez vos vies privées en revisant et en ajustant les paramètres de confidentialité de vos comptes sur les réseaux sociaux et autres services en ligne pour contrôler qu'elles ne sont pas partagées avec n'importe qui. Les avantages des usages du net et du numérique peuvent faire oublier les nombreux défis auxquels chacun s'expose au quotidien. L'un des nombreux mérites de la communication de ce lundi, appelé à une vigilance permanente. Allons maintenant au Gabon où les membres du gouvernement étaient en face de la représentation nationale ce vendredi 28 juillet 2024. Plusieurs préoccupations du peuple gabonais ont été abordées par leurs représentants afin que le gouvernement leur apporte des éléments de réponse. La séance plénière s'est déroulée sous la direction du président de l'Assemblée nationale de transition, Jean-François Nogo. Suivons plutôt. Au cœur de cette séance plénière de questions orales au gouvernement gabonais, la question de la validation du plan national pour le développement de la transition. Selon les pouvoirs publics, ce plan national est destiné à encadrer les investissements du gouvernement sur la période 2024-2026. Une préoccupation qui porte la signature du député Luc Ondias Souna. Premièrement, y a-t-il une version finale de ce plan national de développement pour la transition qui nous révèle que 34%, soit environ 1572 milliards de francs CFA, seraient déjà mobilisés à travers les financements extérieurs, les partenariats publics-privés et les inscriptions dans la loi des finances. Deuxièmement, la représentation nationale félicite
le succès de la mission diplomatique et économique conduite par le président de la transition qui a permis à notre pays, lors du récent forum économique Gabon-France, qui s'est tenu à Paris, de lever 739 milliards d'investissements, soit plus de 1000 milliards d'euros dont les contrats restent maintenant à concrétiser. Cependant, plusieurs axes majeurs de ce plan national de développement de la transition ont été présentés à cet événement alors qu'il n'a pas fait l'objet d'une validation finale pour qu'on en parle dans un forum international. Toutefois, prévoyez-vous, Monsieur le Premier ministre, de le soumettre à la représentation nationale pour qu'il soit adopté? Face à cette interrogation, le Premier ministre, chef du gouvernement, Raymond Ndong Sima, rassure. Je réponds non, ce n'est pas la version finale. C'est une version provisoire qui circule. Et donc, pour l'instant, les chiffres qui sont annoncés ne correspondent pas aux évaluations qui sont publiées. Voilà ce que je peux dire de façon très succincte. Ensuite, s'agissant du forum qui s'est tenu en France, entre la France et le Gabon, et à propos des levées de fonds dont on a parlé, je dirais qu'en réalité, ce n'est pas le PNDT qui a été présenté. Ce qui a été présenté là-bas, ce sont des projets matures, c'est-à-dire des projets qui disposent d'études techniques déjà définitives, avec une évaluation financière qui est connue. Plusieurs autres préoccupations relatives à la santé, l'éducation, le sport et autres secteurs d'activité ont été abordées. Lors de cette séance plénière, les députés ont adopté presque à leur unanimité des textes de loi, dont celui modifiant la loi numéro 07-97 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques en République du Gabon. Voilà qui met un thème à ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Et merci à vous aussi, Estelle Dokonou, pour la présentation de ce petit déjeuner informatif. J'espère que les téléspectateurs en savent un peu plus sur les dernières nouvelles au plan parlementaire, que ce soit au Bénin ou ailleurs. On a vu un peu ce qui s'est passé au Gabon. La prochaine session d'information, comme je l'ai dit il y a de cela quelques minutes, c'est à 13h30 avec à la présentation Osiana Moussou. Nous allons maintenant retrouver notre invité de ce matin, Olusegun Edmond Latundi, comme je l'ai annoncé. On va donc l'installer sur ce plateau avec la diva béninoise Angélique Kidjo qui interprète ici, et ceci en concert, c'était en 2016, le titre culte de Myriam Makeba, Pata Pata. Écoutez.
Spéciale dédicace à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en République démocratique du Congo, le pays d'origine de notre infographe maison, Trésor Lumbu, qui assure de main de maître l'infographie de télévision Hémicycle. Il est présentement à la régie même. C'est grâce à lui que vous pouvez voir un peu la une des journaux et les images de Polo Aouno qui vont venir un peu plus tard. Polo Aouno qui donc va nous présenter la rubrique sur la toile. Merci Trésor. Voilà, c'est fait. Allez, on va maintenant regagner la page invitée avec notre invité de ce matin. Notre invité de ce jour, c'est Olusegun Edmond Latunji. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes assistant de la Commission des finances et des échanges à l'Assemblée nationale du Bénin. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci également. Nous allons parler avec vous des grands axes de ce qu'on peut retenir du débat d'orientation budgétaire de l'année 2024. En prélude à l'étude du projet de loi de finances de l'année 2025. Et comme je l'ai dit, sacrifiant aux exigences de la loi organique numéro 2013-14 du 27 septembre 2013 relative aux lois de finances, les députés ont fait donc le débat d'orientation budgétaire qu'on appelle en abréviation DOB. C'est en prélude donc à l'étude du projet de loi de finances de l'année 2025. C'était le vendredi passé. Nous allons revoir en images ce qui s'est passé au sein de l'hémicycle et revenir pour en parler avec vous, notre invité. On suit. C'est un prélude à l'examen du projet de loi de finances gestion 2025 que la représentation nationale se réunit en plénière pour débattre des grands axes de ce document. Un exercice qui s'inscrit dans une dynamique de transparence budgétaire conformément à l'article 59 de la loi organique numéro 2013-14 du 27 septembre 2013 relative à la loi de finances. C'est la Commission des finances et des échanges saisie pour l'étude du fonds qui va présenter le rapport des travaux effectués. Globalement, il faut dire que la tendance favorable de l'économie sur cette période est induite par le renforcement du tissu industriel à travers la poursuite de l'installation de grandes unités industrielles dans la G10 et d'autres zones industrielles, la consolidation des réformes et investissement du PAG 2016-2021, l'ouverture des grands chantiers de construction des infrastructures socio-économiques prévus au titre du PAG 2021-2026 et l'amélioration de la production agricole. Un tableau reluisant dressé malgré les nombreux défis auxquels ont été confrontés le Bénin et plusieurs autres pays du monde ces dernières années. Cependant, plusieurs perspectives économiques et financières sont à prendre en compte pour la période 2025-2027. Sur le plan économique, par exemple, la priorité sera accordée à une orientation vers la poursuite de la transformation de l'économie. Plus précisément, l'État poursuivra les actions pour diversifier l'économie, améliorer les capacités de production et la productivité de l'économie. À cet effet, les projets non achevés du PAG seront accélérés. Un accent particulier sera accordé au développement du secteur industriel. Plusieurs projets tiennent à cœur aux députés et ils souhaitent les voir concrétisés par le gouvernement à travers les différentes localités du Bénin en 2025. Le débat général sera l'occasion pour eux de l'exprimer. Je voudrais toutefois suggérer que le gouvernement mette un accélérateur sur les projets de construction des infrastructures routières. Le désenclavement de certaines communes est essentiel pour leur développement économique et social. La poursuite de l'appui à l'industrialisation du Bénin. Je voudrais demander à ce niveau que le gouvernement nous décline un tout petit peu le contenu de cet appui au développement industriel. La subvention que nous avons obtenue à l'Assemblée ici lors du vote du budget, la subvention à la semence. Monsieur le ministre, je voudrais savoir si cette subvention-là a été appliquée parce que nous sommes en période de semences. À travers le budget 2025, Monsieur le Président,
je solliciterai de la part du gouvernement qu'une attention particulière soit accordée à l'éducation. Des recommandations et doléances dont le gouvernement va certainement tenir compte dans l'élaboration du projet de loi de finances gestion 2025. Le ministre de l'économie et des finances qui a assisté à cette séance plénière de bout en bout devrait étudier ces suggestions de la représentation nationale avec ses cadres en tenant compte des possibilités offertes à l'exécutif. Voilà, Olusegun Edmond Latondi, on a suivi un peu l'ambiance qui a prévalu au sein de l'hémicycle le vendredi passé, à l'occasion donc du débat d'orientation budgétaire de cette année. Mais pour les téléspectateurs qui ne savent pas ce qu'on appelle le DOB, qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais pour dire que le débat d'orientation budgétaire, c'est une innovation de la loi organique relative aux lois de finances. Et cette innovation veut que l'information parlementaire en matière de contrôle budgétaire soit renforcée. Et c'est dans ce cadre-là que l'UEMOA, à travers la directive numéro 6 portant loi des finances, a demandé aux pays et membres d'internaliser cette directive afin que la loi organique relative aux lois de finances soit une réalité dans chaque pays. Et à travers cette internalisation, nous avons vu l'instauration au niveau du Parlement d'un débat d'orientation budgétaire. Alors, en quoi consiste ce débat? Ce débat consiste à donner l'information budgétaire relative aux documents de programmation budgétaire économique pluriannuelle aux députés afin qu'ils s'imprègnent en amont de ce que les prévisions budgétaires vont donner en octobre. Puisqu'en octobre, nous devons étudier le budget. Alors, pour étudier le budget, il faut qu'en amont, nous puissions savoir quelles sont les orientations économiques que le gouvernement prévoit dans le cadre du budget N+1. Et c'est ces orientations-là que les députés examinent et voient si effectivement ces orientations cadrent avec la réalité actuelle du pays. Sinon, si on laisse le gouvernement orienter, donner les prévisions comme il veut, il se pourrait qu'il y ait des aspects qu'il va omettre et ça ne va pas favoriser le bien-être des populations. Donc, pour éviter cela, on a demandé que vraiment les députés soient en amont informés des orientations budgétaires afin que s'il y a des corrections à faire, qu'on puisse les apporter pour que les recommandations puissent être prises en compte lors de l'étude du budget. Alors, le débat d'orientation budgétaire, comme son nom l'indique, c'est une orientation budgétaire, c'est-à-dire que c'est un rendez-vous au cours duquel on prend connaissance de ce que le gouvernement prévoit ou de ce que les députés veulent voir au cours de l'année qui arrive. Oui, c'est ça. Mais c'est une obligation réglementaire aussi, non? Oui, c'est régi par des tests. Oui, c'est régi par la loi organique relative aux lois de finances. Et puis après, nous avons fixé les modalités d'organisation du DOB à travers le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. D'accord. Et il y en a de même pour la Constitution aussi. On a déjà constitutionnalisé ça et puis c'est dans la Constitution. Ça veut dire que c'est une obligation. C'est une obligation. Une obligation. Alors, est-ce qu'il y a un délai pour faire le débat d'orientation budgétaire? Oui, il y a un délai. Le débat d'orientation budgétaire est organisé au plus tard le 30 juin de chaque année budgétaire. Au plus tard, c'est le dernier délai. C'est ça. Et c'est ce dernier, le vendredi passé, c'était le 28, puisque le 30 c'était un week-end, donc c'était le dernier délai le vendredi passé. Pour faire le débat d'orientation budgétaire. Oui, c'était le dernier délai. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du document de programmation pluriannuelle. Le document de programmation budgétaire économique et pluriannuelle. Qu'est-ce que c'est dans l'arsenal dont on parle là? Lorsqu'on parle du débat d'orientation budgétaire, ce document représente quoi? Bon, dans l'arsenal budgétaire, ce document, c'est un document programmatique qui donne... Vous savez que prochainement, la loi organique relative aux lois de finances donne comme priorité l'unité de vote du budget, le programme. Donc, le document de programmation budgétaire, c'est un ensemble de programmes conçus à partir du programme d'action du gouvernement. Donc, à partir du PAG, on a conçu un ensemble de programmes qui est contenu dans un document. C'est ça le document de programmation budgétaire économique et pluriannuelle. Ça se déroule sur un horizon de 3 ans. Très bien.
C'est ce que j'allais dire. Puisque voilà. Pluriannuel signifie plusieurs années, oui. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Ça veut dire que lorsque l'année 2024 s'achève, oui. le document de programmation dont vous avez parlé doit s'actualiser avec l'année qui est derrière là-bas. Tout à fait. Et chaque année, on fait une actualisation, oui. D'accord. Alors, pour le débat d'orientation budgétaire de l'année 2024, en prélude donc à l'étude du projet de loi de finances de l'année 2025, qu'est-ce qui s'est passé le vendredi dernier? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en tant que technicien? Vous êtes assistant de la commission des finances et des échanges. Alors, c'est cette commission qui étudie le document jusqu'à arriver à la séance plénière que nous, on voit en direct à la télé. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Bon, ce qu'on peut retenir de ce débat-là, c'est que c'est un débat qui se repose sur trois aspects. Nous avons la situation économique et financière 3 ans avant, c'est-à-dire que nous sommes en année N 2024. Alors, pour faire le débat, il faut reculer de 3 ans. Donc, il faut voir la situation économique et financière à l'horizon 2021 à 2023. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes en l'année N. Et faire maintenant les perspectives économiques et financières 3 ans plus tard. C'est-à-dire de 2025 à 2027, il faut faire les perspectives économiques et financières. Donc, voilà les 3 composantes du débat, du document de programmation budgétaire économique pluriannuel. Donc, on essaie de faire l'évolution des agrégats macroéconomiques 3 ans avant. Nous sommes en année N. En année N, ce qu'on voit, c'est la loi des finances qui est en exécution. Comment est-ce que le budget a été exécuté à fin mars 2024? C'est ce que nous voyons en année N. Donc, pour savoir si nous avons bien exécuté le budget, quelles sont les projections que nous pouvons faire 3 ans après. Et c'est ça, en quelque sorte, comment se présente le document de programmation budgétaire économique et pluriannuelle. Et le débat d'orientation budgétaire qui a eu lieu le vendredi, est-ce qu'en commission, les débats ont été quand même riches? Comment est-ce que ça s'est passé? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Oui, en commission, on a eu beaucoup de préoccupations qui ont été exprimées par les honorables députés qui voudraient que dans leur localité, que des infrastructures soient installées. Vous avez entendu l'honorable Cochin tout à l'heure parler des infrastructures routières. On a beaucoup mis l'accent sur ça. On a beaucoup mis l'accent sur le climat des affaires. Quel est son contenu et comment est-ce que ce climat des affaires doit être amélioré pour favoriser le vécu quotidien des populations. Il y a le taux d'inflation aussi qui a été abordé. Les députés se sont interrogés si on a dit qu'on maîtrise le taux d'inflation alors que nous savons qu'actuellement tout coûte cher. Les denrées alimentaires coûtent cher, on dit qu'on maîtrise le taux d'inflation. Je suis inquiété sur ça et voudrais avoir des éclaircissements par rapport à ça. Ensuite, les agents permanents de l'État dont la carrière a été bloquée au grade A11 aussi a été abordée. Nous avons les producteurs locaux, comment est-ce qu'il faut les prendre en compte pour que le taux de croissance économique annoncé à 6,6% en 2025 soit effectivement une réalité. Donc, il y a beaucoup d'aspects qui ont été abordés. Donc, au niveau des députés. Au niveau des députés. Et comment est-ce que le gouvernement réagit traditionnellement face aux préoccupations des députés? Bon, face aux préoccupations des députés, le gouvernement essaie de prendre en compte les recommandations. Donc, lorsque nous finissons le DOB, nous faisons ce qu'on appelle un relevé des recommandations. Donc, nous relevons toutes les recommandations qui ont été formulées par les honorables députés et nous transmettons par le biais du président de l'Assemblée nationale au gouvernement. Et le gouvernement, dans la mesure du possible, peut prendre en compte certaines d'entre elles. C'est la question que j'allais poser parce que lorsque un député, lui, qui a reçu mandat, peut-être des populations, de façon technique, la loi dit que le député est un élu de la nation. Oui. Mais nous savons que dans la pratique, à l'occasion donc de la réception du mandat, c'est par circonscription électorale que le député reçoit ce mandat-là. Oui. Lorsque le député émet un souhait pour dire qu'il souhaiterait voir une route bitumée, par exemple, dans telle localité, qu'elle soit sienne ou non, et que le gouvernement prend cette doléance, est-ce que le gouvernement, puisque vous avez conseillé à embrayer dessus, mais je voudrais que vous puissiez renchérir cela, est-ce que le gouvernement est obligé d'en tenir compte? Non, le gouvernement n'est pas obligé d'en tenir compte. Mais c'est dans la mesure du possible. Le gouvernement a élaboré son programme d'action. Et à travers ce programme d'action, on a décliné certaines actions dans le document de programmation budgétaire économique pluriannuel. Donc,
les éléments qui sont contenus dans le DPBEP, là, ce sont ces éléments-là qui seront mis en exécution au cours de l'année. Maintenant, si les honorables députés estiment que c'est insuffisant, qu'il faut insérer certains aspects dans le DPBEP, alors ils expriment et on voit dans la mesure du possible. C'est dans la mesure du possible qu'on peut intégrer ces actions-là pour la mise en œuvre. Il faut aussi voir le coût aussi. Il faut aussi voir le coût. Si les prévisions budgétaires permettent de mettre en œuvre cette action, on le fera. Le gouvernement le fera. Mais si on ne le fait pas cette année, on garde ça comme une recommandation en instance. Et l'année prochaine, on voit dans la mesure du possible ce qu'on peut faire dans ce sens-là. Ça veut dire que, ça permet aux populations de bien comprendre, ça veut dire que lorsque le député émet un souhait à l'occasion du débat d'orientation budgétaire, et que ce n'est pas revenu dans le projet de loi de finances, il n'y a pas matière à faire du scandale. Non, pas du tout. Le gouvernement et le parlementaire qui a exprimé son inquiétude ressent ça lors de l'étude du budget. S'il ne constate pas dans les documents budgétaires transmis à l'Assemblée nationale, il peut encore relancer le débat. À l'occasion du budget, on peut toujours faire des amendements. On peut encore relancer le débat pour dire, bon, j'ai exprimé cette préoccupation lors du débat, mais je n'ai pas vu trace dans le budget. Alors, on demande alors aux députés de formuler, de faire un amendement dans ce sens pour qu'on puisse soutenir au gouvernement. Si ce n'est pas soutenu et que le gouvernement maintient sa position comme quoi il n'a pas les moyens de faire face à cette dépense, on repose ça l'année qui va suivre. Et le parlementaire suit et le suivi de cette recommandation. Mais de toutes les façons, si c'est une recommandation pertinente et que la population en a besoin, le gouvernement est tenu de satisfaire on va dire, c'est ça. Oui. Alors, comme recommandation pour le compte du débat d'orientation budgétaire de cette année-ci, les députés ont invité le gouvernement, on a entendu tout à l'heure, à faire un état des lieux de l'emploi au Bénin afin de redéfinir une politique adéquate d'insertion des jeunes diplômés, notamment ceux des lycées techniques agricoles. Oui. Le gouvernement en avait parlé entre-temps, donc les députés veulent qu'on puisse insérer ces jeunes-là. Ils veulent aussi qu'on implique les petites et moyennes entreprises dans le processus d'acquisition des matériels et consommables informatiques, de réaliser un audit au niveau de la CIRAT, de créer un fonds de soutien aux agriculteurs en cas de catastrophe naturelle, de réviser suivant les standards de la sous-région le prix de location du mètre carré du parking aéroportuaire et afin de réduire le coût des billets d'avion, de renforcer la veille stratégique pour faire face aux chocs exogènes avec les pays frontaliers, etc. etc. Oui. Face à ces différentes doléances-là, que ce soit en commission ou même en séance plénière, comment est-ce que le gouvernement s'est comporté? Est-ce que le gouvernement a pu donner des signes d'espoir aux députés face à toutes ces doléances-là? Oui, à travers les réponses écrites, on a eu quand même satisfaction de ces doléances. Mais malheureusement, on n'a pas donné l'occasion au ministre de s'exprimer. Bon, à la plénière. On n'a pas donné l'occasion au ministre de s'exprimer. Ce que les députés ont regretté. Parce qu'ils voudraient vraiment l'écouter, savoir si ces doléances et formulations-là seront vraiment mises en œuvre. Bon, on a supposé que le gouvernement est suffisamment mature et que les recommandations qui ont été formulées seront exécutées, seront mises en œuvre. Et que toutes les préoccupations seront transmises par écrit. C'est ça. Voilà ce que le Mais président en commission, le gouvernement a-t-il eu l'occasion de s'exprimer? Oui, en commission, le gouvernement a l'occasion de s'exprimer, seulement que le ministre des Finances, lui-même en personne, n'était pas présent. D'accord. C'était le ministre de la Justice qui était là, accompagné du directeur de cabinet du ministère de l'économie et des finances, mais ça s'est très bien déroulé quand même, seulement qu'on a regretté son absence. Son absence. Très bien, Monsieur Olusegun Edmond l'a tout dit, le temps passe très vite. On est au terme de cet entretien qui a porté sur le débat d'orientation budgétaire de l'année 2024 et ses grands axes. Merci infiniment d'être venu éclairer de votre lanterne l'opinion de nos téléspectateurs. Merci infiniment. Merci beaucoup, Monsieur Chidi. Je vous souhaite une très bonne journée. Vous restez avec moi le temps de lancer maintenant la suite de cette émission. C'est bien sûr Polo Aounou qui viendra feuilleter un peu l'actualité des réseaux sociaux. C'est sur la toile. Mais avant, on raccompagne notre invité avec Angélique Kidjo.
your body. Come and dance, 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 dance. Para, 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 C'est sur la toile avec Polo Aounou. Bonjour. Gilles Chris, bonjour. Comment vous portez-vous? Très bien, et vous-même? Ça va, la pleine forme? Ça va, sauf que la pluie de ce matin, si on ne se prenait pas au sérieux, n'allait pas... Absolument. Alors que les téléspectateurs, ils nous attendent, c'est vrai. Il y a eu quand même une pluie sur Porto Novo aujourd'hui. Vous quittez Cotonou, oui. C'est ça. Ben, félicitations pour être venu quand même. On n'a pas le choix. Nos téléspectateurs. Alors, Polo Aounou, vous revenez ce matin sur l'affaire de l'ananas béninois refoulé en France et vous nous informez que le désormais ancien directeur général de l'APSA, entendez, Agence béninoise de la sécurité sanitaire des aliments, et bien sûr désormais DG, est écouté et gardé à vue à la BEF. Oui, qu'il vous souvienne, hein, le lundi dernier, on a parlé de ce sujet sur l'émission. Et le communiqué du ministre de l'Agriculture qui a suspendu le DG et évoquait une commission d'enquête qui est mise en place dans le cadre de cette affaire d'ananas béninois refoulé en France. Et les choses sont allées très vite. Et il me semble que le DG, l'SDG, désormais SDG, a été écouté à la BEF et gardé à vue. Et nous sommes revenus sur ce sujet parce que on aimerait profiter de l'occasion pour dire à ceux-là à qui ont l'occasion d'accord de diriger, d'accord, ceux-là à qui l'État confie des responsabilités, de le faire consciencieusement, de le faire avec beaucoup d'amour, parce que si entre-temps les choses ont changé, aujourd'hui, si vous fautez dans l'exercice de votre mission, que vous soyez DG ou pas, aujourd'hui, on sanctionne. Les responsabilités sont situées et vivement que notre souhait, ce n'est pas de voir le DG écloué, vivement que à la fin qu'il s'explique et qu'il démontre que sa responsabilité, d'où son implication dans ce dossier. C'est l'essentiel à retenir, parce que c'est sur le média Beneweb TV que nous avons eu l'information et qui informe que l'ancien directeur de l'ABSA, Epifan Hossou, et l'un de ses collaborateurs sont actuellement en garde à vue à la BEF depuis le vendredi 28 juin 2024. Donc, il importe de souligner que l'SDG n'est pas le seul à être privé. C'est ce qui est important ici. Ce n'est pas que le DG qui est gardé, il est gardé en vue avec quelques de ses collaborateurs, y compris, selon mes informations, celui qui donne la certification au niveau de l'ONASA. C'est ça. En commentaire, nous avons Wenayon Hospice Amoussou qui dit « Après, on va nous parler de la criette, comme lui aussi a pu vérifier les ananas ici avant leur exportation. Pour ces structures étatiques, on n'est pas DG du bureau. Il faut être sur le qui-vive et sur le terrain. » Puis Bernardin Tonalemi de le reprendre en disant « Il n'est pas forcément le coupable direct. Mais c'est le Bénin aussi qui a changé, alors que le Béninois n'a pas encore totalement changé. Sinon, les directeurs des structures étatiques se souciaient peu de leur responsabilité morale. » Noël Koubia, quant à lui, qui met en commentaire, même celui qui certifie les choses au niveau de la DANA aussi, et Jack de Torcy, qui met, entre-temps, les gens avaient été chassés avec presque les mêmes causes, mais n'ont rien subi. On est encore vivant, Dieu merci, et voilà. Maintenant, il y a Hervé Kissaou Makouya qui met « Remercions la France dans cette histoire ». Ça veut dire que si par erreur, la mauvaise graine n'avait pas glissé dans le lot qui va à l'extérieur, nous, on serait ici dans l'ignorance de la qualité de ce que nous
consomment. Voilà, donc il faut que les dirigeants à divers niveaux prennent conscience. Allez, deuxième sujet, vous nous informez que des militaires sont arrêtés et placés en garde à vue au commissariat pour vol de plusieurs objets dans une société dont ils assurent la sécurité. Ce sont les agents de sécurité qui volent maintenant. Ça paraît un fait insolite. Absolument. Franchement. Vous prenez quelqu'un pour assurer la sécurité de votre structure. Et c'est lui-même qui vous met en insécurité. Et ça se passe dans le département des collines où des militaires ont été arrêtés et placés en garde à vue au commissariat pour vol de plusieurs objets. Ça, c'est le média Le Potentiel qui nous apporte l'information et qui met incroyable mais vrai dans le département des collines. 2 militaires ont été arrêtés et placés en garde à vue dans une affaire de vol à l'Est sucrerie de Complan du Bénin Sucobe à Savet dans le département des collines. Selon le média Sucobe, hein? Absolument. Selon le Potentiel, ils ont été arrêtés après avoir opéré dans la nuit de ce dimanche 30 juin au lundi 1er juillet 2024, apprend de sources exclusives et le département enquête et l'investigation du groupe. En effet, 2 militaires arrêtés en complicité avec 2 autres civils ont dérobé dans ce complexe situé à Tchakpa, dans l'arrondissement de Ofer, dans la commune de Savet, plusieurs matériaux de transport et de construction jusqu'à ce jour délaissés au sein de l'unité, déployés dans la zone pour assurer la sécurité de la société dont les activités sont aux arrêts. Ces hommes en uniforme ont décidé de vider l'Est Sucobe de son contenu. Au titre des objets dérobés par ces hommes en uniforme et les civils, il s'agit selon nos sources de plusieurs pneus, des unités de baguettes, des poulies, des dents, tourelles, irrigation, etc. Et puis désormais placés sous l'oxygène de la garde à vue au commissariat offert, et puis quelques jours devant le procureur pour des faits. Ils seront portés dans quelques jours devant le procureur pour des faits de vol et complicité de vol. Et puis le média renseigne également qu'il y a 3 semaines, un sous-officier a été arrêté dans une affaire de disparition de Tokiwoki dans un camp militaire. La semaine dernière, un autre a été déposé en prison pour un fait d'escroquerie et en attente d'être jugé. Et donc, le vol, l'abus de confiance, l'escroquerie sont non seulement réprimés par le code pénal, mais aussi et surtout par le règlement militaire. La hiérarchie militaire doit relancer une enquête de moralité dans le rang des soldats. Ça, c'est une très bonne recommandation parce que des militaires, des militaires qui sont appelés, d'accord, à assurer notre sécurité. Si aujourd'hui ils deviennent nos bourreaux, je pense que c'est très grave. C'est très grave. En commentaire, nous avons Uger qui met merci pour l'info, mais je pense que l'État devrait garder certaines informations secrètes et punir. Cette information discrédite nos forces armées et DS officiel, mais si le chargé de sécurité est devenu le voleur, comment le cacher? Celui-ci, une fois en garde républicaine, peut faire coup d'État. Jusqu'à comme là qui dit, c'était ça qu'ils appelleraient les à côté. Des gens qui ont régulièrement leur salaire et à bonne date, salaire augmenté et revalorisé. Les gens volent et on les prend et sans vergogne, on dit que c'est parce que le pays va mal. Au contraire, le pays va mieux car désormais, vous commettez une infraction, vous en répondez, c'est tout et vertueux qui dit, et dit que le corps armé artille toujours. Beaucoup sont alarmés parce qu'ils n'ont pas de solution. Alexis Kossiv qui dit, c'est vraiment chaud au pays. Hakim de lui dit, vraiment, quand on dit ça, ne va pas dans le pays, les gens vont dire, le président Talon travaille ou bien, tu n'aimes pas Talon. Et pour finir, Armand Lalayer, pour finir avec ce que j'ai dit, un fonctionnaire qui a son salaire, veut quoi encore? L'habitude est une seconde nature. C'est pour dire que c'est bien tranché. Il n'y a aucune raison qui justifie le vol des biens, que ce soit de l'État ou privé. C'est ça. C'est pas parce que ça ne va pas que vous allez vous mettre à poser de tels actes. Ce n'est pas du tout appréciable. Et lui, il n'a pas volé. Au contraire, il nous a fait rire. Et il continue d'ailleurs de le faire. On va maintenant parler du célèbre comédien ivoirien, Gou Michel. Ah oui, nous irons à la découverte de Gou Michel, celui-là qui a bercé nous, notre temps d'enfance, parce que je me rappelle de ma famille. C'est ça, ma famille. Réalisé par Kissi Delta. Voilà. Et Gou, ici, a parlé de comment il est arrivé à la comédie. Si la régie est avec nous, nous allons suivre une partie de son histoire, très rapidement.
Très tôt, j'ai été coulé au sol par une maladie, la tuberculose osseuse, qui m'a attaqué, qui a vraiment attaqué mes os. C'était des douleurs vraiment terribles et que je ne peux même pas souhaiter à mon pire ennemi. Ça me rabattait sur moi-même. J'arrivais pas à approcher les amis. Et je tombais toutes les 2 minutes, toutes les 3 minutes, je tombais. Et chaque fois, les autres élèves, ils me suivaient juste pour rire quand j'allais tomber. Et ça me remettait vraiment quelque chose de négatif dans la tête. Et ça grandissait la timidité à moi, la peur des autres, la peur d'approcher les autres. Et quand je sortais de là, j'étais l'objet de raillerie, l'objet de moquerie. Quand je passais même dans des coins, les gens s'appelaient, ils disaient « Ah, venez voir quelque chose qui passe, venez voir quelque chose ». Et j'entendais les rires derrière moi, c'était compliqué. J'étais rongé, j'étais combattu par une maladie qui était en train d'avoir raison de moi. Donc, lui, il ne pouvait pas savoir. Et il m'a appelé un jour, il m'a dit, écoute, il faut que tu te mettes dans le groupe artistique de l'école. Il y a une pièce de théâtre qu'on est en train de répéter, il faut que tu t'y mettes. Donc, je me suis mis au théâtre. Et au départ, les gens riaient, mais après, les rires, c'était plus les rires moqueurs, mais c'était des rires d'appréciation. Parce que au rendu de cette pièce-là, c'était une pièce comique et ça amenait les gens à rire. À partir de ce moment-là, il y avait une autre approche de moi. Après le rendu, ils m'ont convoqué dans le bureau du directeur d'école. Ils m'ont dit, ah, franchement, tu as du talent. Il faut t'accrocher au théâtre. C'est quelque chose qui va avec toi. Et voilà. Comme on le dit, chacun son histoire. Hein, ah oui. Et comme le dit Servet Bassolé également dans ce commentaire, tout ce que Dieu fait est bon. De votre situation pénible, il parlait de Gowou. Dieu a transformé les rires de moquerie disconscientes, personnes en rires de joie qui s'étendent aux 4 coins du monde. Bravo à vous. Daniel Mouidine qui dit, ta volonté de réussir a eu raison des niaiseries et moqueries que tu as essuyées étant enfant. Aujourd'hui, ton talent est reconnu de tous et a franchi les frontières. Bravo. Et Maurice, pour finir avec ce sujet, Longoya qui dit, félicitations à vous, Gowou. Votre parcours est éloquent. Vous avez transformé votre infirmité en opportunité. Bonne leçon à tirer et que Dieu vous bénisse. Et pour ceux qui nous suivent et qui aujourd'hui font objet de raillerie, de moquerie, je vous prie de transformer cette situation en une situation d'opportunité et foncez, demain sera meilleur. Voilà, parole du pasteur Polo Aoudou. Merci infiniment à vous, Polo, pour ces mots d'encouragement et de réconfort pour tous ceux qui nous suivent un peu partout dans le monde. Merci infiniment d'être venu nous égayer sur cette matinale. Merci pour le service matinal. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on le fait. Voilà, c'est avec aussi beaucoup de passion. Merci, c'est ici que nous fermons les portes de cette émission, l'émission TH Matin de ce mercredi. Merci infiniment à tous ceux qui nous ont suivis, que ce soit à Dakar, à Kinshasa, à Niamey, à Bamako ou un peu partout dans le monde. Merci infiniment de nous avoir suivis. À la réalisation aujourd'hui, c'était Ulrich Laurel Povo avec à la régie du son, Ulrich Abraham Alikhonou, à la diffusion Charlie Tomavo et bien sûr notre chef plateau c'est Stéphanie Dekpemadora. Merci infiniment de nous avoir suivis. Bonne journée à chacun et à tous et à demain.